Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Cercle de presse. Ce matin, on aborde un aspect de la campagne électorale municipale qui a peut-être été négligé. On peut dire qui a été négligé jusqu'à présent, puis il reste pas beaucoup de jours avant le scrutin. Donc, l'aspect environnemental. Et pour en parler, bien, on est à l'UQAC et on a un invité que vous connaissez sans doute dans ce domaine environnemental, Claude Villeneuve, biologiste et titulaire de la chaire en éco-conseil. Alors, simplement pour vous rappeler, là, ce matin, les journalistes, lorsque vous avez des questions, vous vous présentez au micro qui est au milieu et puis vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, d'abord, on commence avec votre présentation. Monsieur Villeneuve, bienvenue. Merci. Alors, merci d'être ici ce matin à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui, je vous le rappelle, est la meilleure université au nord du parc des Laurentides. Alors, cela dit, on m'a demandé, moi, de faire un thème imposé. On ne m'a pas spécifiquement mentionné pour la campagne municipale, ce qui ne veut pas dire que je ne pourrais pas répondre à des questions qui touchent ce point-là en particulier. La question à laquelle on m'a demandé de répondre, c'est pourquoi est-ce que l'environnement dans les campagnes électorales, ça ne lève pas? Hein? Parce qu'on avait dit, il y a quand même quelques années, peut-être que l'environnement va devenir une préoccupation de plus en plus importante. Or, on ne voit pas cette préoccupation-là ressortir des programmes électoraux, des plateformes électorales, des débats lorsqu'il y en a. Alors, en gros, donc, je me suis posé cette question-là et ma réflexion m'a amené à faire un peu d'histoire, parce que moi, ça fait quand même 40 ans que j'ai commencé à étudier dans le domaine. Et il y a 40 ans, bien, c'était absolument pas quelque chose, une préoccupation qui était partagée dans la population, dans l'environnement. En fait, Environnement Canada a été créé en 1971. La loi canadienne sur l'environnement était encore en élaboration il y a 40 ans. Il y a 40 ans, la pollution, je dis ça à mes étudiants des fois, ça sortait pas en ppm, c'est-à-dire des parties par million, ça sortait en TPM, c'est-à-dire des tonnes par minute. Okay? Il n'y avait aucun système d'épuration des eaux, aucun système d'épuration de l'air qui était fonctionnel. Et puis, si vous faisiez votre jogging à Arvida en 1980, il y avait quelques HAP qui se déposaient dans vos poumons, et sans compter beaucoup d'autres choses. Alors, donc, les effets de notre développement économique qui sortait des 30 glorieuses, okay, des 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, bien, c'était la pollution et la dégradation de l'environnement, c'était considéré comme des effets collatéraux. Les effets collatéraux du développement. En conséquence, bien, c'est ça. Il n'existait aucune usine d'épuration des eaux. Donc, les municipalités déversaient directement. Les usines déversaient directement. On brûlait les déchets en plein air. Donc, on n'avait pas de problème de site d'enfouissement sanitaire. C'était des dépotoirs, puis on voyait de la boucane. On prenait de l'essence au plomb parce que c'était moins cher. Je me souviens que peut-être il y a quelques têtes blanches parmi vous qui ont déjà fait enlever leur catalyseur, convertisseur catalytique parce que l'essence au plomb coûtait trop cher. Les sols, les rivières, les lacs, le fleuve, l'air, la forêt, la faune, c'était tout considéré comme infini et c'était des ressources gratuites. Okay? Et dans le fond, la population n'avait pas non plus grand-chose à dire là-dessus parce que les décisions de développement se prenaient au central, à l'extérieur, et les aspects politiques étaient, disons, l'environnement n'était pas au premier chef. Okay? L'environnement, dans les 40 dernières années, ça a été porté par des vagues médiatiques. Donc, des vagues qui ont été associées avec l'idée des pollutions spectacles. On pense aux grands déversements pétroliers. Okay? C'est encore comme ça. Il n'y a personne qui parlait de sécurité ferroviaire et environnement avant l'accident de lac Mégantic. Okay? C'est souvent des accidents qui font des belles images. On pense au golfe du Mexique, mais on pense aussi à des événements qui se sont passés plus tôt. Quand il y a un incendie de BPC, les BPC deviennent une préoccupation importante. Quand il y a un incendie de pneus, on se rend compte qu'il y a un problème de pneus. Cet aspect-là aussi était traité par le biais des maladies industrielles.
les maladies comme la maladie de Minamata. Je me souviens dans les années 70 où on commençait à s'intéresser à cette maladie-là qui était transmise par le mercure déposé dans l'environnement. Alors, ça a amené la préoccupation environnementale par les médias et surtout avec Greenpeace, depuis quand même 72, il y a eu cette espèce de revendication écologiste égale spectacle. Okay? Et le spectacle, ben, pour les médias, c'est quelque chose d'important et ça fait des très bons papiers. Donc, ça a été beaucoup porté et le discours économique, le discours politique était mal adapté à répondre à ces questions-là, ce qui fait que ça mettait les politiciens dans l'eau bouillante, alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive avec des questions environnementales, il y a toute une cassette qui est relativement facile pour envelopper le problème et puis le mettre dans la bonne case de la boîte de recyclage. Alors, en fait, tout ça, ça a été lié avec aussi une espèce de comment je dirais, une position dans laquelle la revendication à l'environnement devenait une espèce de porteuse d'une revendication sociale. Et on a vu, par exemple, avec M. Desjardins, quand il a parlé de l'erreur boréale, que les images étaient extrêmement fortes et que, dans le fond, il dénonçait pas tellement la forêt que la manière dont le système capitaliste traitait la forêt. Okay? L'arbre ne l'intéressait pas nécessairement. C'était vraiment toute l'attitude de la société envers les ressources. Alors, au fond, les réactions politiques autour de ça, ça a toujours été de prendre des décisions en fonction des urgences qui étaient perçues. J'ai mentionné, les accidents ont beaucoup amené la réglementation à évoluer. Les plateformes électorales ont commencé à intégrer la dimension environnementale vers le milieu des années 80 à la faveur du rapport Brundtland, par exemple. Et dans les années 90, le développement durable a commencé à se substituer à la préoccupation environnementale dans le discours politique. Alors, pourquoi le développement durable était un facteur qui permettait d'amener la préoccupation environnementale? C'est que ça permettait un dialogue entre les composantes sociales, les composantes économiques, les composantes environnementales, et on disait, on fait toute partie de la même société, peut-être qu'ensemble, on peut arriver à faire quelque chose. Dans les années 90, donc, c'est ce qui s'est passé, et un autre élément qui a été intéressant, c'est que les gains faciles dans le domaine de l'environnement, c'est souvent rentable. Okay? Donc, on les fait, et puis on se rend compte que ça nous coûte moins cher, parce que pour beaucoup, la pollution, c'était du gaspillage de ressources, la perte d'énergie. Je prends juste l'exemple des quartiers blancs. C'est une belle mesure environnementale, ça coûte moins cher. C'est dadon, c'est facile. Alors, ça ne pose pas de problème fondamental. Et en plus, les gens qui étaient très récalcitrants à changer leur pratique environnementale, ils se sont retrouvés avec un mauvais bout du bâton. Il y a une usine qui a été fermée pour des causes environnementales au Québec, c'est Thioxide, qui a été fermée début des années 90 par le ministre de l'Environnement, qui était Pierre Paradis à ce moment-là, parce qu'ils avaient contrevenu à tour de bras à toutes les réclamations environnementales, les poursuites du ministère de l'Environnement. Puis à un moment donné, le ministre il a dit « ça va faire, on va vous fermer ». Mais à part ça, habituellement, les gens ont eu tendance à adopter au moins un discours étapiste, puis à dire, là, on est rendu là, puis on fait notre part, puis on ne peut pas aller trop vite, mais ça a avancé, puis ça a avancé énormément. En fait, ça a avancé tellement qu'à partir de 2001, on s'est retrouvé dans un paradigme qui changeait. Okay? 2001, ça a été pas seulement le 11 septembre, ça a été aussi toute la préparation de la conférence de Johannesburg. Et ça a été aussi une espèce d'accomplissement. Les gens, ils avaient fait le ménage en bonne partie. Et puis, les choses qui étaient grossières, les sources ponctuelles de pollution, elles ont été maîtrisées, sauf dans le domaine agricole au Québec. C'est intéressant parce que ce qui a été le gros enjeu environnemental 2001, 2003, 2004, ça a été les fermes porcines.
Okay? Et donc, là, encore une fois, il y avait une cause qui portait, ça faisait des bonnes images, ça faisait des bons débats, on pouvait mettre les cochons sur l'autoroute, bref, toutes ces choses-là. Mais les accidents industriels sont devenus moins fréquents. Au lieu d'avoir 3-4 déversements de pétroliers par année, il y en avait un par année, un par 2 ans, un par 5 ans. Tu n'avais plus un bhopal toutes les 3 semaines. Donc, il y avait des choses qui changeaient. Les grosses affaires étaient faites. L'assainissement des eaux est avancé. Imaginez que Chicoutimi a été la dernière ville au Québec à avoir un système d'épuration des eaux en 1999. Et tout le temps avant, pendant que d'autres villes plus petites s'équipaient dans les années 80, Chicoutimi traînait. Et on a même réaménagé la zone portuaire avec les égouts qui sortaient directement sur le site. Disons qu'à l'époque, je m'arrachais les cheveux, ça explique beaucoup de choses. Alors, la gestion des matières résiduelles aussi, dans les années 2000, était déjà bien installée. Le recyclage, c'était incorporé. C'est sûr que c'était pas égal pour tout le monde, mais ça avait bien avancé, puis il y avait déjà des bons exemples. Et il y a eu surtout un passage des problèmes environnementaux du très local, c'est-à-dire l'usine qui pollue dans ma rivière, vers le global. Donc là, on parle des changements climatiques, on parle des gaz à effet de serre. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et finalement, donc, le développement durable s'est mis à glisser vers l'économie verte. Alors, l'économie verte, c'est pas tout à fait la même chose. Et je ne ferai pas de grands discours là-dessus. Je répondrai plutôt à des questions éventuellement. Donc, pourquoi c'est difficile d'intégrer l'environnement au discours politique? D'abord, premièrement, c'est parce que la population en général, les décideurs en particulier, puis les journalistes aussi, ont en général une connaissance scientifique des enjeux qui est minimale. C'est celle de tous les citoyens. Donc, on est instruit par la télévision quand on écoute Découverte, puis on a de temps en temps l'occasion d'avoir une conférence, mais c'est assez rare que nos élus sont des gens qui ont des formations comme le maire de Rimouski qui a un doctorat en enseignement de la chimie. Okay? Donc, c'est assez rare, c'est la minorité. Puis la même chose au niveau du citoyen qui reçoit la formation scientifique au niveau secondaire, générale dans notre société, elle n'équipe pas nécessairement très bien pour comprendre tout ce qu'on a à comprendre au niveau de l'impact environnemental. Les gestes qui sont à poser pour être capable de régler les problèmes environnementaux, ça exige d'aller à l'encontre des habitudes de consommation puis de la culture individualiste qui est dominante. Dans le quotidien, là, lundi, il y a 25 de l'espace qui est là pour vous convaincre d'acheter une automobile. C'est difficile de dire qu'il faut limiter l'utilisation de l'automobile. Vous savez, quelque part, si vous demandez à un jeune qui est bien persuadé que l'environnement, c'est important, de quoi il a besoin à 16 ou 18 ans, il va vous dire d'un char. Il y a une contre-culture à faire les bons gestes pour l'environnement par rapport à ce qu'on nous persuade de faire. N'oubliez pas qu'il y a plus d'argent qui est dépensé en publicité au Québec qu'il n'y en a dans le ministère de l'Éducation pour la formation secondaire. Okay? Alors, donc, on essaye de nous convaincre à consommer. C'est difficile d'aller à l'encontre de ça. Je vous laisse 2 petites minutes là, pour finir la 2 présentation. 2 minutes finir. Mon Dieu, j'ai juste... oui, bon, OK, je vais aller vite d'abord. Le mouvement libertarien, donc la droite américaine, Jacques Brassard de ce monde et compagnie, Radio X, a connu une montée importante, une place de plus en plus importante sur la place publique. Puis eux autres, ils n'ont jamais besoin de rien démontrer, ils ont juste besoin de hurler. Et puis, les gains économiques sont plus difficiles à anticiper aujourd'hui. Puis il n'y a personne qui aime qu'on lui rappelle ses responsabilités ou qu'on restreigne sa liberté. Et puis, on est une population qui vieillit. C'est tous des facteurs qui influencent le fait que ça lève difficilement. Okay? Les enjeux actuels sont des enjeux globaux. Les changements climatiques, la réduction de la biodiversité, la consommation responsable, l'aménagement du territoire, c'est pas des enjeux qui sont simples, c'est pas des enjeux qui se décident instantanément. Juste 3-4 courbes, mais vous avez mon dernier livre là, qui est excellent par ailleurs, qui a fait partie des best-sellers des essais québécois dans les 2 dernières semaines.
Mais on a atteint 400 parties par million de CO2 l'hiver dernier et ça va dépasser. Et vous voyez que dans les impacts, on est déjà dans une zone dangereuse parce qu'à 400 parties par million, on commence à avoir des impacts importants au niveau du climat mondial. Et on n'a pas juste le CO2 qui monte, on a aussi le méthane, le protoxyde d'azote, les gaz fluorés, l'hexafluorure de soufre en particulier. Donc, tous les gaz à effet de serre sont en montant, ce qui fait qu'on est déjà dans la zone dangereuse et vous le verrez dans le rapport du GIEC qui est sorti au mois de septembre ou dans mon livre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau politique? Au fédéral, au provincial, au municipal, il faut faire des inventaires des sources, des puits, des réservoirs de gaz à effet de serre, mettre en place des politiques de gestion des émissions, mettre en place des stratégies pour devenir moins dépendant aux combustibles fossiles, puis planifier l'adaptation. C'est plate. Pas compliqué. Essayez de rentrer ça dans une campagne électorale, vous allez avoir besoin d'être drôlement convaincant et convaincu pour le faire. Les problèmes, c'est que les gens s'entendent plus facilement sur les objectifs que sur les moyens. Donc, tout le monde veut aller au ciel, mais il n'y a personne qui est intéressé à mourir. On confie le pouvoir à celui qui a la meilleure image et non pas nécessairement à celui qui a le meilleur contenu. On veut des résultats à court terme et il y a des mots qui fâchent parce que la dernière plateforme électorale qui a fait place à la lutte au changement climatique, c'était celle de Stéphane Dion, puis il parlait comme un idiot d'une taxe sur le carbone, alors que s'il avait parlé d'une tarification du carbone, ça aurait été déjà plus facile à avaler. Okay? Alors, le mot « taxe », c'est un mot qui est détesté, fait que vous ne mettez pas ça dans votre programme électoral, ça ne passera pas. La solution, donc, c'est qu'il faut que les politiciens coopèrent avec les experts. Il faut qu'on se donne des moyens humains, des moyens financiers. Il faut qu'on engage le dialogue avec les parties prenantes pour être capable de se préparer au futur. Il faut sortir de l'improvisation. La solution, c'est surtout pas d'aller à Vancouver et de revenir en disant « il faut que je fasse une ville verte » ou encore d'aller à Lyon et de dire « ça me prend un tramway ou un centre-ville piétonnier ». Donc, les illuminations, là, c'est pas ça qui nous mène loin. Et il faut se comparer avec les meilleurs et non pas essayer de dire qu'on est les meilleurs sans se comparer. Et le secret, donc, c'est un engagement ferme au niveau politique. Il faut qu'on aille au-delà des modes, il faut qu'on pense à long terme, il faut qu'on travaille avec des acteurs crédibles et il faut qu'on ait une ouverture sur le débat parce que l'environnement qu'on veut, c'est notre futur à tous. Il faut qu'on se le définisse autrement que uniquement par l'adaptation à l'instantané. Alors voilà, j'espère que je n'ai pas trop excédé mes 2 minutes. Je vais prendre vos questions. Alors, vous pouvez vous présenter au podium si vous avez des questions. Je vais y aller avec la première. Moi, justement, de ce que vous avez vu, entendu dans cette campagne électorale municipale à Saguenay ou ailleurs dans la région, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont agréablement surprise ou encore vous trouvez que c'est le vide puis qu'on n'aborde pas les questions? En fait, il y a des questions qui n'ont pas été soulevées. Il y a des questions qui ont été soulevées. Par exemple, Maj UQAC, les étudiants, ils ont posé quelques questions intéressantes sur les aspects de politique environnementale à Saguenay, mais ils n'ont pas eu de réponse. Donc, cet aspect-là, non, il n'y a pas beaucoup levé. Il y a des éléments qui auraient pu faire partie du débat. Par exemple, la question de la fermeture du centre d'enfouissement qui est prévue pour 2017. Bien, 2017, c'est dans un mandat exactement. C'est pas la campagne 2017 qu'il faut le discuter, c'est maintenant qu'il faut le discuter. On a soulevé quelques éléments sur cette question-là au début de l'été, puis ça n'a pas été relevé. Donc, à quelque part, non. Je ne peux pas dire que je suis très heureux de ce qui s'est dit, ou plutôt de ce qui ne s'est pas dit dans cette campagne-là. Pascal Girard, Le Quotidien. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous parlez de coopérer avec les experts. Dans quelle mesure l'UQAC ou votre chaire en éco-conseil est consulté par la Ville de Saguenay pour ce qui est des actions à faire à Saguenay? Bon, écoutez, c'est une question difficile, dans le sens où
les dossiers qu'on a eus avec Ville de Saguenay depuis 2003, que la chaire existe, se comptent sur les doigts d'une seule main, puis il y en a probablement 3 de trop. Ces dossiers, en fait, nous, on ne peut pas solliciter. On fait de la recherche. Okay? Alors, j'ai beaucoup plus de dossiers avec la Ville de Sept-Îles, ou même avec Ville de Laval, ou avec d'autres villes au Québec, Montréal, Québec, que j'en ai eu avec Ville-Saguenay. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas en avoir avec Ville-Saguenay dans le futur. Et puis, c'est une décision. Si on parle de la relation entre l'université et la ville, c'est une relation dans laquelle il ne doit pas y avoir d'empiètement. Okay? Il ne faut pas que la ville vienne se mêler des programmes d'études, puis il ne faut pas que l'université aille se mêler de la gestion de la ville, à moins que la ville demande à l'université de venir l'aider à gérer. Mais, par exemple, Saguenay n'a pas engagé des co-conseillers, par exemple. On forme des éco-conseillers, il y en a dans plusieurs villes du Québec, mais il n'y en a pas à Saguenay. Les dossiers qu'on mène ici, il y en a qui sont vraiment très intéressants. On a fait un dossier, par exemple, sur la gestion des boues de nos usines d'épuration. Ici, à Saguenay, on est l'exemple québécois, voire nord-américain, de la bonne gestion des boues de l'usine d'épuration. On a démontré qu'on était capable de faire des gains en termes de gaz à effet de serre assez importants avec cette gestion-là. On a publié cet article-là, d'ailleurs, et ça a été un beau projet qui s'est fait en collaboration avec le ministère du Développement durable, l'Environnement et des Parcs et Ville-Saguenay, qui était partenaire dans ça. Maintenant, c'est encore une fois à la Ville de faire appel à l'expertise. Si on parle, par exemple, d'éco-responsabilité, nous, on a développé des normes d'éco-responsabilité, des guides d'éco-responsabilité, des pratiques d'éco-responsabilité, mais je veux dire, c'est pas moi qui va aller imposer à Promotion Saguenay de dire que Saguenay va se distinguer par son éco-responsabilité dans ses événements. Tu sais, il y en a d'autres qui prennent ces guides-là, qui les appliquent, qui les utilisent, mais c'est pas, moi, je peux pas aller... je ne suis pas un politique en tant que tel. Je ne suis pas élu par la population, puis mes mandats répondent à une logique de recherche, c'est-à-dire que lorsqu'on découvre un problème ou qu'on nous amène un problème qui nécessite une solution, on investit des compétences pour être capable de trouver ces solutions-là, puis ensuite les diffuser, mais c'est pas à nous de les appliquer, à part à nous les appliquer à nous-mêmes. Mais ça doit vous choquer, non, de voir que vous êtes si près, en fait. Vous êtes dans la ville de Saguenay, puis ailleurs, on utilise vos services? Oui, ben non, ça me choque pas qu'ailleurs, on utilise mes services. Non, mais ça vous choque pas de voir qu'ailleurs, on utilise vos services, mais qu'ici, on vous oublie un peu? Ben, écoutez, encore une fois, il peut y avoir toutes sortes de ressources dans le domaine de la gestion environnementale. Il y a des ressources qui font partie du privé. Il y a Eureco qui fait un bon travail. Il y a des professionnels à la ville de Saguenay. Si les gens ne ressentent pas le besoin de consulter une expertise qui, par ailleurs, est reconnue à l'échelle internationale, je veux dire, c'est leur décision, c'est leur problème. Moi, je n'ai pas à m'impliquer dans ces décisions-là, à part de dire que si le téléphone sonne, je vais vous discuter avec plaisir avec les gens. Mais si le téléphone ne sonne pas, c'est un peu comme d'autres mondes. Hein. Il y a des gens qui s'imaginent que leur voisin, c'est quelqu'un qui est pas fin. Là. Tu sais, l'histoire qu'on racontait, c'est le type qui dit, dans le 3e rang, il y a une famille mon grand-père m'a dit que c'était pas du bon monde. Puis là, à un moment donné, je suis pris dans le 3e rang, je manque d'essence ou j'ai besoin d'une pelle. Puis là, je marche jusqu'à la porte du 3e voisin. Puis là, en allant, je me dis, le tabarouette, il va me raconter l'histoire que mon grand-père n'a pas voulu me raconter. Puis qu'il cogne à la porte. Puis quand le gars ouvre sa porte, il dit, regarde là donc ta caisse d'appel. À quelque part, là, ce dialogue-là, s'il se fait pas, je veux dire, il y a 2 parties là-dedans. Mais nous, on n'est pas la partie qui doit, vendre des services à Ville-Saguenay parce que notre mandat n'est pas un mandat de consultant. Notre mandat, c'est un mandat de chercheur. Alors, si Ville-Saguenay veut utiliser le guide des événements éco-responsables ou si Ville-Saguenay veut utiliser les compétences qu'on a développées qui sont uniques dans le monde dans le domaine de la compensation carbonique, bien, c'est à eux de le faire.
Mais vous aimeriez ça? J'aimerais ça. C'est sûr que j'aimerais ça. J'aime ça parce que Victoriaville le fait. J'aime ça parce que la Fédération nationale des enseignants québécois a compensé ses émissions la semaine passée, parce que Desjardins compense ses émissions chez nous, parce qu'ils font confiance à notre réputation à l'échelle internationale. Pas parce qu'ils m'aiment particulièrement. C'est pas une question de personnalité, c'est une question de compétence. Alors, dans un cas comme celui-là, j'ai pas... Puis là, je suis devant des journalistes, pas pour dire Villeneuve est frustré de la Ville-Saguenay. Allez pas dire ça. C'est que la Ville-Saguenay, à mon sens, ne profite pas de la compétence qu'on a développée, dont plein de monde profite. Mais peut-être que Ville-Saguenay profite d'autres compétences, et même d'autres compétences universitaires, puis que c'est leur préférence. Mais je n'ai pas à me mêler de ça. Okay? Et comme je vous dis, si ça se fait par des consultants, normalement, c'est pas nous qui va le faire. Parce qu'on ne veut pas rentrer en compétition avec le système privé. Marc Saint-Hilaire. Bonjour, M. Villeneuve. Ma question, ça fait partie de l'actualité ces temps-ci. Il a été révélé hier qu'Alcoa a menacé le gouvernement du Québec de fermer 3 usines si on n'abaissait pas à nouveau le tarif hydroélectrique. Ça donne un peu l'impression, en tout cas du moins d'un observateur externe, ça donne l'impression que ce qui semble être notre avantage principal, soit de l'énergie renouvelable, verte, semble être devenu un peu notre talon d'Achille au Québec. Est-ce que vous pensez qu'on s'en va vers cette direction-là? Puis, en parallèle, j'aimerais vous entendre un petit peu parler de la bourse du carbone, une éventuelle bourse du carbone, par rapport à la grande industrie. Merci. Okay. Bon. Une des raisons pour lesquelles on peut considérer... c'est une question qui est complexe que vous amenez. Puis il y a des points sur lesquels vous allez venir chercher mon expertise dans le domaine de l'énergie. J'ai participé aux trois dernières politiques énergétiques du Québec comme commissaire ou autre, donc je connais un peu ce domaine-là. Si vous permettez, je ne ferai pas de commentaires sur la situation de ce qui paraît dans le journal ce matin avec Alcoa qui demande d'avoir... Tout le monde veut avoir le beurre, l'argent du beurre et les faveurs de la crémière. Okay? Bon. Ça, c'est normal. Notre société est construite comme ça. Puis les pouvoirs de négociation se mettent en opposition, puis au plus fort la poche à un moment donné. Dans le cas qui nous intéresse, on joue mal l'avantage de l'électricité propre. On joue mal cet avantage-là. Et on le joue mal parce qu'on a choisi... on n'a pas choisi de le mettre en valeur parce qu'il n'y a pas de marché pour le mettre en valeur. Donc, le jeu de l'hydroélectricité ou le jeu de l'électricité éolienne ou le jeu d'une électricité qui a une faible teneur en carbone, il faut le jouer à travers ce qu'on appelle l'approche de l'empreinte carbone. Mais ce n'est pas l'empreinte carbone qu'on a choisie, c'est on a choisi le marché du carbone. Le marché du carbone, dans le cas qui nous intéresse au Québec, c'est une gageure qui est importante parce qu'on s'est associé avec la Californie. Ça aurait été moins pire si on avait été plusieurs joueurs comparables. Là, on est 2 joueurs pas comparables. Et à mon avis, en tout cas, ça va se traduire par un achat de permis de réduction aux États-Unis parce qu'on ne peut pas réduire au Québec du côté de l'électricité. Donc, puis parce que les gains faciles dans les industries ont été faits depuis 2000 ou à peu près. Alors, tu sais, le secteur des pâtes et papiers a réduit ses émissions de l'ordre de 60 %. Le secteur de l'aluminium a réduit ses émissions de l'ordre de 40 %. C'est des réductions qui sont extrêmement importantes, mais c'était les gains faciles. Là, après ça, on vous demande de réduire encore de 25 %. C'est difficile. C'est un peu... Donc, la façon dont ça va se traduire, moi, ça m'inquiète. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner avec le temps. L'approche que je préconise dans le livre, c'est une approche liée à l'empreinte carbone et une approche qui est liée à une taxation universelle du carbone. Quand je parle de taxation, parlons de tarification, ça va être mieux. Une tarification universelle du carbone, c'est-à-dire que
vous allez pouvoir avoir, étant donné qu'il y a une grande exportation des émissions qui se fait actuellement vers les pays en voie de développement, si on va avec une approche de marché, on ne réduira pas le problème à la source. On va juste déplacer le problème. Alors, il faut qu'on soit capable de faire à la fois un prix de base pour le carbone qui soit, s'il n'est pas imposé par le pays, tu peux l'imposer sur les produits que tu achètes d'un pays qui ne l'impose pas. Et il faut que pour l'utilisateur final, le prix du carbone soit complètement assumé. Un peu comme vous avez une taxe à valeur ajoutée. Hein, vous avez le premier producteur, il n'est pas pénalisé parce qu'il produit. Lui, il se fait rembourser la taxe qu'il a payée. Puis le deuxième producteur se fait rembourser la taxe qu'il a payée. Puis à la fin, c'est le consommateur final qui, lui, reçoit le service au complet, qui a intégré avec sa taxation toute la chaîne de production. Donc, il faut une approche plus complexe, il faut une approche qui fonctionne par produit, puis il faut une approche qui est universelle. Ça commence à se parler au niveau des négociations internationales. Malheureusement, c'est pas très bien barré, les négociations internationales, encore à l'heure actuelle, et j'ai pas beaucoup d'espoir que ça se règle avant 2020. Mais dans ce contexte-là, M. Villeneuve, il ne faudrait pas craindre justement l'avènement des pays qu'on pourrait dire voyous environnementalement parlant, je veux dire. Bien, c'est ça. Dans une approche de marché, vous ne pouvez pas éviter qu'il y ait des pays voyous, de la même manière que vous ne pouvez pas éviter qu'il y ait des abris fiscaux. Okay? Si les approches marché là, sont des approches qui sont basées en partie sur la réalité, mais en partie aussi sur les perceptions, les fantasmes, la spéculation. S'il y a du monde croche dans le marché boursier, il y a du monde croche dans le marché boursier du carbone. Puis je vous parle même pas du nom de compagnie. Là, on entend parler d'une compagnie qui s'appelait Carboneutre, qui était faite par la mafia. Je dis que ça me fatigue un peu avec Carbone Boréal. Alors, il y a du monde croche partout. Il y en a partout où on peut penser faire de l'argent rapidement ou avoir un manque de réglementation. Il y a des cow-boys qui arrivent, et dans le marché du carbone comme ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire attention à uniquement une approche marché. Une approche marché, c'est complémentaire à une approche de contrôle des émissions. Et donc, ça prend une approche réglementaire, ça prend une approche fiscale et ça prend une approche de marché. Benoît Chevalier, TVA Nouvelle. Bonjour, M. Villeneuve. Je reviens à la campagne électorale. Avez-vous des projets municipaux, peut-être pour la ville de Saguenay, réalisables à court ou moyen terme? Je pense peut-être, entre autres, à la collecte à 3 voies, et des projets qui pourraient être assez facilement réalisables et qui seraient bons pour l'environnement. Oui, il y a plusieurs projets qui pourraient être réalisés. Je mentionnais, en ce qui concerne, vous avez mentionné la collecte à 3 voies. Ça fait plusieurs années que j'insiste sur cette manière de faire. Il y a des réticences. S'il y a des solutions meilleures, il faut qu'on les discute, il faut qu'on les débatte, il faut qu'on voit les meilleurs exemples. La collecte à 3 voies se fait déjà dans toutes les villes comparables au Québec. Puis il n'y a pas personne qui a encore viré sur le dos à cause de ça. Ma fille à Gatineau, elle a son bac de collecte depuis très cible. Puis, je veux dire, c'est une question... C'est une solution qui existe, une solution que ses qualités, ses défauts, mais c'est une solution qui s'applique. Ça se combine, ça, avec une lutte au changement climatique. Ça se combine, donc, la lutte au changement climatique, ça s'applique à l'échelle locale. Il faut d'abord savoir c'est quoi notre contribution. Il faut savoir comment on peut la réduire. Il faut savoir comment on peut la gérer. Saguenay a déjà été victime d'un événement climatique extrême qui a été les inondations de 1996. Il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas être à nouveau victime. On s'est préparé sur la rivière Chicoutimi. Ça ne veut pas dire qu'on est préparé partout. Mais on n'est pas obligé de l'être non plus. Sauf qu'avec l'augmentation du niveau de la mer, en 2050, les jours de haute marée, la mer va être obligée d'aller en canot à l'hôtel de ville. T'sais? Bon, si on ne se prépare pas à ça, ou encore on va acheter un canot et on va l'amarrer à côté de l'hôtel de ville, là, c'est une forme de préparation, mais à quelque part, il faut qu'on ait ça dans notre aménagement du territoire. Vers quoi on veut s'en aller? On n'a pas de plan directeur dans lequel on fait attention au milieu humide. C'est encore celui qui veut se développer dans les milieux humides. Si on n'arrive pas à l'empêcher à temps, il va le remplir puis il va se développer dessus.
Tu sais, on a une approche à la petite semaine. Donc, toute cette approche de la gestion intégrée du territoire, y compris la lutte et l'adaptation au changement climatique, c'est un immense projet qui doit être fait ici comme il se fait ailleurs. Toute la question d'adopter l'analyse de développement durable comme la Ville de Sept-Îles l'a fait. La Ville de Sept-Îles a adopté l'analyse de développement durable comme préalable à la prise de décision. On l'a appliqué dans le dossier de la mine Arnaud. Bon, c'est un dossier où les gens de la ville ont fait une analyse de développement durable et là, ça leur permet d'éclairer la prise de décision, à savoir sous quelles conditions est-ce que le projet devient acceptable pour la ville. Puis, la Ville de Sept-Îles a dit, nous allons faire ça pour tous les projets à l'avenir. Donc, c'est une manière de réfléchir. L'éco-responsabilité, il n'y a absolument rien qui empêche que Ville-Saguenay soit reconnue pour son éco-responsabilité. C'est-à-dire, on est parfaitement capable de le faire. Maintenant, il faut juste vouloir le faire. Bon. Et c'est pas moi qui vais le faire. Hein. C'est vraiment Eureco, c'est vraiment d'autres mondes qui vont être engagés pour travailler à ça. L'important, c'est de se donner une vision puis d'y aller dans un cadre où nous, on a défini les limites. Donc, ça ne nous donnera absolument rien à la chaire en éco-conseil. Ça va donner quelque chose à la société. Okay? Fait que c'est des plans que peut se donner une ville, que ce soit Saguenay, que ce soit Roberval, que ce soit une autre, de manière à avoir une vision cohérente de l'environnement et avoir une vision cohérente du développement durable dans les prochaines décennies. Alors, si on n'a pas cette vision-là puis qu'on se contente de réagir à la petite semaine ou d'essayer de sauver des sous dans l'instantané, bien, on se rend compte que des fois, on prépare des plus graves problèmes qui vont coûter extrêmement cher. Donc, si je comprends bien, il y a un manque de vision. Dites-moi, si aujourd'hui, là, disons, le maire de Saguenay vous entend et dit, bon, je vais demander conseil à M. Villeneuve. Il y a une révélation. On peut dire ça comme ça. Le premier conseil que vous lui donneriez, ce serait quoi comme éco-conseiller? Qu'on ait des bonnes discussions, à savoir vers quoi on veut réellement s'en aller dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, au-delà de son mandat. Peu importe lequel des candidats sera élu. Au-delà du mandat, il faut voir qu'est-ce que je peux faire maintenant, mais pourquoi je le fais maintenant, c'est parce que j'ai une vision plus tard. Le maire Lallier à Québec, il a transformé sa ville, il ne l'a pas transformée parce qu'il a réagi au fait qu'il y avait des robineuses dans le bas de la ville. Il a réagi au fait qu'il voulait développer un pôle dans sa ville qui allait intégrer la vie culturelle, la vie universitaire, le commerce, les résidences et le logement social. Il a réfléchi ça d'une façon, et puis il a continué à avoir cette vision-là, et cette vision-là, elle sert Québec au-delà du maire Lallier. Donc, un maire n'est pas là pour être dans son royaume puis maintenir son pouvoir pendant une certaine période de temps. Il est là pour faire évoluer sa ville. Il faut avoir cette humilité d'être un acteur du développement à long terme et non pas uniquement d'être une personne qui occupe un poste pendant un bout de temps avec tout le prestige qui va avec. Prochaine question. Bertrand Tremblay. Alors, poursuivons dans cette pensée municipale et en vous demandant, vous avez parlé, il était question de cité universitaire, vous en avez parlé, vous l'avez commenté un peu dans votre chronique. Essayez de nous résumer votre pensée et de nous expliquer, par exemple, en quoi les grands projets qui se poursuivent à l'heure actuelle, qui vont coûter au-delà de 100 millions de dollars, s'inscrivent dans cette vision d'une cité universitaire. J'aimerais savoir un peu plus quand vous parlez des grands projets qui vont coûter 100 millions de dollars. Là, je n'identifie pas lesquels sont... Je parle de place du citoyen, d'une bibliothèque absolument... non, de tous les projets qui se développent à l'heure actuelle. Vous verrez jamais un auteur chialer contre une bibliothèque.
OK? Vous verrez jamais un citoyen chialer contre une place faite aux citoyens. Mais l'idée dans laquelle vous voulez m'amener, le débat dans lequel vous voulez m'amener, en fait, c'est de voir qu'une ville universitaire, c'est une ville qui vit par l'université et par les étudiants. Okay? Ce que j'ai mentionné, moi, dans ma chronique, ça a été ce que j'avais vécu il y a 40 ans à Uppsala, en Suède, et que aujourd'hui, j'adorerais vivre à Saguenay. C'est-à-dire que une ville universitaire, c'est une ville qui vit par l'université. Sherbrooke, dans l'émission de Radio-Canada qu'il y a eu le samedi, il y a 2 semaines ou 3 semaines, où on parlait de ville universitaire, Sherbrooke est en train de devenir une ville universitaire. Et Alain Webster a bien expliqué pourquoi. Mais c'est parce qu'on s'occupe d'abord de reconnaître que la population étudiante, c'est une population qui est importante. Et la population étudiante, elle ne vient pas juste débarquer sur le quai puis faire des babayes. La population étudiante, elle vient vivre ici 8 mois, 10 mois. Dans mes étudiants à moi, okay, dans le programme en éco-conseil, depuis 2000 ans, il y en a peut-être 25, 30 qui sont venus s'installer à Saguenay et qui ne venaient pas d'ici. Okay? Dans mon laboratoire, j'ai plusieurs étudiants qui travaillent avec moi qui ne viennent pas de Saguenay, mais qui veulent rester à Saguenay, qui ont des familles à Saguenay, qui achètent des maisons à Saguenay et qui veulent devenir pour longtemps des citoyens de Saguenay. C'est ça notre développement. C'est ça une ville universitaire. C'est une ville qui attire des gens qui sont réveillés, branchés et qui ont une valeur internationale et qui les gardent parce qu'ils sont bien. Et il y a plein de raisons d'être bien. Si vous regardez le livre qui est paru, je l'ai lu ce matin, Marie-France Bazot et son équipe ont publié « De quoi le territoire québécois a-t-il besoin? » J'ai donné une entrevue là-dedans, je vous encourage à la lire, ça va m'éviter de la répéter. Mais le territoire québécois, il y a besoin de monde. Il y a besoin de monde qui l'aime, il y a besoin de monde qui l'apprécie. Moi, quand j'entends un jeune qui dit « Je veux m'installer à Saguenay puis faire ma vie à Saguenay », même si une partie de ce que je vais faire se fait à l'international ou se fait ailleurs, mon pays, c'est Saguenay. Mon petit frère est vice-président d'une multinationale norvégienne, puis il reste à Saguenay, puis il a exigé de rester à Saguenay. Bien, c'est un signe qu'on a ici une qualité de vie, puis on a une qualité du milieu qui est enviable. Moi, j'étais très content de revenir à Saguenay après avoir passé une partie de ma vie à l'extérieur, parce que c'est un paradis. Hein? Alors, si on est au ciel, je me demande pourquoi est-ce qu'on travaille pour y aller encore plus loin. Mais cela dit, le développement durable de Saguenay va passer par les gens qu'on va être capable d'y installer, qui vont y être heureux et qui ne seront pas uniquement dépendants du prix de la tonne. Vous savez? Le prix de la tonne, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose dont on peut se faire une fierté d'avoir de l'industrie lourde dans la région, d'avoir une industrie qui est mondialement performante. Mais ce n'est pas juste ça, le développement. Le développement, là, c'est d'avoir des gens qui sont créatifs, autant dans le domaine artistique que dans le domaine scientifique. Puis ça, bien, pour beaucoup, l'université, c'est le lieu où on va les attirer quand ils ont l'âge de la reproduction. On attire des gens ici qui ont 25, 26, 27, 28 ans, puis qui veulent venir faire leur famille ici. Wow! C'est ça notre avenir. Je comprends que moi, je suis une personne qui est vieillissante. Comme beaucoup d'entre nous, si j'ai connu le monde il y a 40 ans, je suis grand-papa aujourd'hui, mais je ne suis pas l'avenir de Saguenay. Tu sais? L'avenir de Saguenay, c'est mes étudiants. Fait qu'il faut leur faire une place. Puis il faut leur faire une place plus grande que celle qu'on fait à du monde qui viennent débarquer, faire des babayes une journée par année. Oui. Choquez-vous pas, là. Villeneuve, Laval-Gagnon. Ce que vous venez d'exprimer avec beaucoup de brio, est-ce que ça indique pas que à l'approche du développement durable, il devrait y avoir aussi, et plusieurs commencent à y penser, puis certains le proposent, une dimension culturelle, mais culturelle dans le sens où l'UNESCO l'entend, c'est-à-dire, je l'ai noté, là, mais très...
C'est l'ensemble des traits distinctifs spirituels, matériels, intellectuels, affectifs d'une société. Ça inclut évidemment les modes de vie, les droits fondamentaux. J'ai signé hier un dossier pour développer un volet culturel à la grille d'analyse de développement durable pour la francophonie. Nous avons un projet pilote qui s'est fait cette année et ça va être publié au mois de janvier et ça va être déposé aux Nations unies au mois de juillet. Après une expérimentation complète au Sénégal. Donc, oui, la dimension culturelle fait intrinsèquement partie du développement durable. Merci, vous avez bien répondu à une question que plusieurs se posent. Justement, on parlait, si on revient sur le plan municipal, les municipalités de la région Saguenay, Alma ou les plus petites municipalités, elles se positionnent où par rapport aux autres municipalités du Québec là, dans la grille du vert, disons, là? Oh, mon Dieu, parlez-moi pas de ça. Je ne suis pas celui qui fait des palmarès. Ça dépend. Ça dépend des dossiers. Dans certains dossiers, on se positionne bien. Je vous ai mentionné celui de la gestion des biosolides municipaux. Dans d'autres dossiers, on est très, très, très moyen ou même moins que moyen. Dans certains dossiers, on est carrément en retard. Et ça, je veux dire, c'est pareil pour tout le monde. Ce qui est important de voir à Saguenay, c'est que Saguenay représente la moitié de la population régionale. Hein? La moitié de la population régionale, ça veut dire que si Saguenay prend une orientation avec ses citoyens, il y a déjà la moitié du chemin de fait pour le reste de la région. Alors, à quelque part, ce devoir d'exemplarité-là, je pense qu'on ne le joue pas assez. Et puis, on n'est pas... En 1988, moi, j'ai créé le projet de faire une région laboratoire de développement durable parce que je voyais une unité qui était triple, une unité de bassin versant hydrographique, puis une unité de gestion administrative et une unité de culture, de population. Hein? Et cette unité-là, elle existe encore, mais elle est en train de se défaire parce qu'on n'a pas cette culture de coopération qu'on devrait avoir, parce qu'on est comme des insulaires au milieu de la forêt boréale. Et cette réalité-là devrait nous porter à travailler ensemble plutôt que d'essayer de se tirer des petits morceaux d'un gâteau. Quand j'avais l'occasion de travailler sur une ferme, je me suis rendu compte que dans une basse-cour, quand tu veux être le meilleur ami des poulets, c'est pas en leur en donnant plus que tu es le meilleur ami, c'est en leur en donnant moins. Alors, quand tu fais chicaner les gens pour des graines, quand tu considères une région comme une région ressource, tu tues une région. Marc Saint-Hilaire. Monsieur Villeneuve, écoutez, je vais rester un petit peu dans la même lignée que ma consoeur. On sait qu'au-delà du prochain mandat, il va y avoir la construction d'un site à Héberville-Station, un site d'enfouissement. Dans la réalité actuelle, ce qui va mener à, finalement, la région va avoir deux sites flambant neufs d'enfouissement, à l'ère où l'enfouissement est de plus en plus vu comme une solution obsolète. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est difficile de répondre à des questions qui concernent un projet particulier, dans le sens où je n'ai pas par-devers moi l'étude d'impact, je n'ai pas par-devers moi toute l'analyse qui a amené à cette décision-là. Donc, ma réaction de spécialiste, c'est de dire je vais lire les études d'impact, je vais lire tout ça, puis après ça, je vous en parlerai. Ma réaction de citoyen, c'est de dire effectivement, il y a une raison pour laquelle on enfouit. Hein? C'est qu'on consomme, puis on veut se débarrasser de nos déchets. Et que des fois, c'est la meilleure solution, l'enfouissement. Des fois, la plupart du temps, c'est pas la meilleure solution. Un lieu d'enfouissement technique comme la Terrière, c'est une merveille technologique. Okay? Ça a été analysé en 1992-93 comme étant un exemple de bonne gestion. Okay? Alors, donc, ça veut dire que d'envoyer des vidanges à la Terrière, c'est gaspiller le site parce qu'on réduit sa durée de vie. Donc, on devrait avoir un respect de cette bonne gestion
qui fait qu'on en envoie le moins possible. Et pour en envoyer le moins possible, bien, il faut avoir des voies alternatives. Puis on en a des voies alternatives, mais on ne veut pas nécessairement les exploiter parce que soit on n'est pas convaincu que ça va marcher, soit il y a quelqu'un qui vous pisse à l'oreille puis qui dit ça va te coûter de l'argent, ou encore qu'on ne veut pas déranger le citoyen. Tu sais? Mais c'est dommage, là. Victoriaville est la ville qui a le plus grand succès au niveau de la gestion des matières résiduelles au Québec. Et qu'est-ce qu'ils disent sur leur site? C'est on est obligé de recommencer l'éducation à tous les 3 ans. Bien, c'est vrai. De passer des habitudes vers de nouvelles habitudes pour faire changer les citoyens, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans le personnel. Il n'y a rien d'automatique et de mécanique qui va fonctionner. Mais le fait qu'il y ait une région, 2 sites. Écoute, quand j'ai commencé, il y avait un village, un site. Pascal Girard, Le Quotidien. On va passer au niveau provincial. Quelle devrait être la politique ou la stratégie pour ce qui est du gouvernement pour ce qui est soit du pétrole, du gaz de schiste? On n'a qu'à penser. On parle d'exploration pétrolière, l'île d'Anticosti, on parle d'amener le pétrole par les pipelines, alors que dans un autre sens, on n'encourage pas les gens à moins dépendre du pétrole. Comment vous voyez la gestion en ce moment, soit du gouvernement du Québec ou du Parti québécois? C'est schizophrène. J'étais invité au Nouveau-Brunswick il y a 3 semaines pour aller justement discuter de l'exploitation des gaz de schiste. J'ai présenté un mémoire sur les gaz de schiste à l'époque avec Olivier Riffon. Je présente à l'Association des biologistes du Québec dans 2 semaines une conférence sur sortir le Québec du pétrole, est-ce possible? La grande difficulté du pétrole, c'est qu'on est dépendant, on est dopé. On est pris dans un système en plus où on comptabilise très mal les difficultés qui sont liées avec notre dépendance au pétrole. C'est un peu comme quelqu'un qui est dépendant de la cigarette. C'est l'exemple que je donne dans le chapitre, le chapitre 2 de mon ouvrage. Là, j'appelle ça le syndrome du fumeur. La personne qui est dépendante de la nicotine, elle va toujours trouver des bonnes raisons pour ne pas arrêter de fumer. Elle va toujours remettre au lendemain son arrêt, puis elle va vraiment vouloir... Elle va trouver ça injuste que les cigarettes soient chères. Si elle a la possibilité de passer par le marché noir, elle va passer par le marché noir. C'est qu'on refuse sa dépendance. Le Québec ne peut pas se priver du pétrole aujourd'hui. Le Québec ne peut probablement pas se priver du pétrole avant 2050. Mais il peut possiblement se priver du pétrole en 2050. La Suède avait le projet de devenir indépendant du pétrole en 2020. C'est un projet qui a été abandonné parce que le gouvernement qui l'avait mis en place a changé. Mais il reste quand même que la Suède a fait beaucoup, beaucoup de progrès dans ce champ-là. Mon objectif, c'est pas qu'on sorte le pétrole, c'est qu'on soit capable d'internaliser complètement les problèmes environnementaux qui sont associés avec l'utilisation de ce carburant-là. Et si on est capable de l'internaliser dans le facteur économique, on va devenir, par la force des choses, moins dépendant. Un peu comme quand on voit j'étais au dépanneur chercher mon journal hier, et puis il y a quelqu'un qui s'est acheté un paquet de cigarettes à 8,80 $. Je me suis rappelé que quand j'ai rencontré ma blonde il y a 35 ans, j'ai demandé si ça la dérangeait que je fume. Puis à ce moment-là, je fumais 2 paquets de Players par jour. Elle a dit « J'aime pas ça, je vais jamais refumé ». Je suis content aujourd'hui parce que ça me fait 17 piastres dans mes poches à tous les jours, 7 jours par semaine. Fait que, à la limite, je pense que notre dépendance au pétrole, c'est pas obligé comme société. Et on serait gagnant de mettre en place ces éléments, non pas pour assurer un plus grand flux de pétrole sur notre territoire, mais pour s'assurer qu'on ait cette ressource-là le plus longtemps possible. Voyez-vous qu'un discours comme
Ça permet de gagner des votes dans la prochaine campagne électorale provinciale. C'est exactement ce que j'ai dit. Il y a des mots qui fâchent. Il y a des gens qui... un discours comme celui-là est très difficile à tenir au niveau politique. Moi, je suis payé pour exister. Là, tu sais. Je suis même pas sûr que... on est syndiqué, on est professeur titulaire à l'université. Il n'y a pas grand-chose qui peut m'arriver dans le reste de ma carrière. Donc, c'est pas... Moi, je peux tenir un discours comme celui-là. S'il y a des gens qui ont le courage de tenir un discours comme celui-là, je suis pas sûr que les gens vont voter pour quand je vois la réaction, même des journalistes, si le prix de l'essence augmente de 10 cents. Là. Et quand le prix de l'essence augmente de 10 cents, pour des raisons de pure spéculation ou qui ne vous appartiennent absolument pas, il n'y a personne qui chiale vraiment, ça rote un peu, mais on met de l'essence quand même. Si l'essence augmentait de 10 cents pour internaliser les coûts de la pollution que ça cause, est-ce que vous seriez encore en train de chialer? Ou si vous seriez incité à dire, ben écoute, je paye ma part, puis si je peux, la prochaine fois, j'aurai un véhicule qui va consommer moins. On réagit toujours à court terme en fonction de la facture. Je regarde les gens qui sacrent quand ils vont à la pompe et qui laissent tourner leur véhicule, qui sacrent quand ils vont à la pompe puis qu'ils accélèrent le maximum en 2 feux rouges pour aller s'arrêter au prochain feu rouge. Ça me choque un peu, beaucoup. Peut-être que des fois, il faut réfléchir plus loin et puis il faut se donner des outils qui vont au-delà du simple discours politique. Quand je disais tout à l'heure que personne n'aime ça se faire rappeler ses responsabilités, c'est vrai. Il faut construire une éthique de l'environnement. Puis une éthique de l'environnement, ça se construit par le regard de l'autre socialement, mais aussi par le regard qu'on porte soi-même sur sa performance comme citoyen. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne fait plus. On ne bat plus nos enfants. Alors qu'il y a 40 ans, il y avait encore pas mal de taloches qui se distribuaient. On ne fait plus, on ne jette plus nos... en tout cas, il y en a encore qui le font, qui jettent leurs déchets par les fenêtres de la voiture. Mais il y a plein de choses qu'on a appris comme citoyens à faire et qui sont des modifications de comportement qui sont souhaitables pour l'avenir. Je pense qu'on ne doit pas refuser d'évoluer. Merci beaucoup, M. Villeneuve. C'est tout le temps qu'on a. Merci à vous. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec tout ça. Je me suis dit délicat.